tout s'est refermé sur le Sahel sans avertissement préalable. Du Mali au Burkina Faso, puis au Niger, le départ des forces françaises et la montée d'accords de renseignement chez les voisins dessinent un encerclement fonctionnel, tandis que gels d'avoir, aides retenues et accès financier limité durcissent l'isolement. Dans cet espace étroit, que peut réellement gagner Ibrahim Traoré? Et qu'est-ce que cela change pour la sécurité quotidienne, la redistribution des ressources et la stabilité à moyen terme, quand la souveraineté se voit mais reste coûteuse? Le récit suit une rupture, puis l'épreuve d'endurance sous pression. Ce récit ne cherche ni à célébrer une victoire annoncée, ni à condamner une rupture jugée irréfléchie. Il propose au public un cadre de lecture précis. Comprendre comment une série de choix politiques, sécuritaires et économiques, redéfinit concrètement les marges de manœuvre des États sahéliens dans un environnement devenu plus contraignant. L'enjeu pour le spectateur est simple, saisir en quoi cette trajectoire influence la sécurité, la circulation des ressources et la stabilité régionale, bien au-delà des discours officiels. Au cœur de cette dynamique, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un héros que comme un point de convergence où s'accumulent attentes sociales, pression extérieure et risques internes. Ce qui se joue dépasse un pays et interroge la viabilité d'un modèle alternatif. Accepter des coûts immédiats et visibles pour tenter de reprendre le contrôle de décisions longtemps externalisées. La question centrale n'est donc pas de savoir si la rupture est juste ou fausse, mais si elle peut tenir dans la durée sans épuiser les sociétés qu'elle prétend servir. En moins de 3 ans, 3 capitales sahéliennes ont rompu avec un dispositif sécuritaire présenté pendant des décennies comme intangible. Ce chiffre, mis en avant par les autorités actuelles, sert de point de départ à la lecture officielle. Malgré des années d'opérations et des ressources mobilisées à grande échelle, l'insécurité ne s'est pas résorbée, tandis que la pauvreté est restée structurelle. Cette mini-révélation ouvre sur un constat plus large. La présence militaire occidentale était justifiée par la protection et la stabilisation régionale, mais les groupes armés se sont diffusés géographiquement et les États concernés sont demeurés parmi les plus fragiles du monde. La promesse affichée et le résultat observé ont progressivement divergé. C'est dans cet écart que s'inscrit la rupture actuelle. L'expulsion des forces françaises du Mali, puis du Burkina Faso, avant le départ ordonné au Niger après le coup d'État de juillet 2023, transforme un retrait progressif en signal politique net. Pour les nouvelles autorités, il ne s'agit pas d'un simple réajustement tactique, mais d'une remise en cause d'un modèle jugé inefficace selon ses propres objectifs déclarés. Ibrahim Traoré apparaît ici comme une figure de cristallisation plutôt que comme une exception isolée. Son arrivée au pouvoir au Burkina Faso s'inscrit dans une séquence régionale où des juntes militaires affirment que la sécurité ne peut plus être sous-traitée sans perte de souveraineté. Dans ce récit, l'enjeu n'est pas une amélioration immédiate, mais un changement de contrôle, reprendre la responsabilité directe même si les résultats restent incertains à court terme. Ce basculement ne surgit pas du vide, il est nourri par une défiance accumulée envers un système perçu comme protecteur en discours, mais extractif en pratique, alors que l'or et l'uranium quittaient le Sahel à un rythme soutenu sans transformation visible des conditions de vie locales. La rupture devient alors un pari assumé. Accepter une phase de turbulence mesurable plutôt que prolonger un statu quo jugé coûteux et inefficace. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'est ni présenté comme un sauveur, ni comme un simple chef militaire, mais comme le point où convergent attentes populaires, contraintes internationales et risques politiques. La question reste ouverte. Ce changement de cadre peut-il produire autre chose qu'un déplacement des coûts dans un environnement toujours aussi contraint ? Sur le terrain, la reconfiguration géopolitique se traduit par des décisions immédiates, perceptibles bien avant les grands bilans stratégiques. Au Burkina Faso, les premières mesures portent d'abord sur la sécurité quotidienne. Réorganisation des forces armées, intensification du recrutement et mise en avant d'une logique de défense nationale plutôt que de dépendance à des opérations extérieures. Pour une partie de la population, ces signaux sont interprétés comme une reprise de contrôle, même si les résultats restent inégaux et fragiles selon les zones.
Dans ce contexte, Ibrahim Traoré sert de personnage guide, non comme figure héroïque, mais comme point de cristallisation d'attentes sociales accumulées. Jeune officier propulsé au sommet de l'État, il concentre à la fois l'espoir d'un changement de méthode et la crainte d'une dérive autoritaire. Ses prises de parole insistent sur une idée simple. La souveraineté n'est pas un slogan abstrait, mais une réponse directe à l'échec perçu des partenariats précédents, notamment en matière de sécurité. Les effets précoces ne se limitent pas au champ militaire. Dans l'économie, la révision annoncée de certains contrats miniers et le contrôle accru de l'or artisanal visent à montrer que la rupture concerne aussi la circulation de la richesse. Ces gestes restent partiels, mais leur portée est surtout symbolique. Ils signalent que l'État entend peser davantage sur des secteurs longtemps dominés par des intermédiaires extérieurs. Cependant, ces signaux positifs coexistent avec des contraintes immédiates. Les restrictions financières, la suspension de certaines aides et l'incertitude diplomatique compliquent la gestion quotidienne des autorités comme des acteurs économiques locaux. Le contraste est frappant. Une affirmation politique renforcée, mais une marge de manœuvre matérielle encore étroite. C'est là que se joue la question centrale. La souveraineté commence à se voir, mais elle reste coûteuse. Tout commence par une série de décisions formelles qui rompent avec des décennies de pratiques établies. Entre 2022 et 2023, le Mali puis le Burkina Faso notifient officiellement aux forces françaises leur départ, avant que le Niger n'ordonne à son tour le retrait après le coup d'État de juillet 2023. Ces annonces ne sont pas improvisées. Elles s'inscrivent dans une dynamique où les nouvelles autorités militaires estiment que la présence étrangère n'a ni contenu l'insécurité, ni amélioré durablement la stabilité interne. Le geste est politique, mais il est présenté comme une réponse rationnelle à un écart persistant entre promesses et résultats. La phase d'activation est rapide. Les bases ferment, les convois quittent les capitales, les symboles d'une coopération ancienne disparaissent presque du jour au lendemain. Pour les opinions publiques locales, ce moment marque une rupture visible, parfois vécue comme un acte de dignité retrouvée. Pourtant, ce retrait ne signifie pas un désengagement occidental total. Il correspond plutôt à un déplacement du centre de gravité, moins visible mais tout aussi structurant pour la suite. Vient alors le pic de tension. Autour du Sahel, un réseau discret se densifie. Les partenariats sécuritaires avec avec les pays voisins sont renforcés, des centres de formation sont développés et le partage de renseignements s'approfondit. La capacité d'intervention est maintenue depuis l'extérieur des frontières sahéliennes. Ce n'est pas une invasion, mais un encerclement fonctionnel conçu pour surveiller, contenir et, si nécessaire, peser sur les trajectoires politiques des États dissidents. Les gains symboliques internes se heurtent ainsi à une pression multiforme qui dépasse largement le cadre national. Dans le même temps, les États sahéliens, désormais regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel, annoncent une coordination accrue de leur politique de défense et explorent activement des partenariats alternatifs. La Russie fournit des instructeurs et du matériel, tandis que la Chine met en avant les infrastructures et la connectivité. Pour Ibrahim Traoré, ce repositionnement vise à montrer qu'il existe des options en dehors du cadre occidental traditionnel, même si ces choix suscitent une méfiance accrue sur la scène internationale. Les répliques ne tardent pas. Sur le plan économique, des avoirs sont gelés, certaines aides sont suspendues et l'accès aux mécanismes financiers internationaux devient plus incertain. Présentées comme techniques ou procédurales, ces mesures produisent un effet cumulatif qui pèse lourdement sur des économies déjà fragiles. Sur le plan politique, les régimes sahéliens sont décrits comme illégitimes ou instables, freinant leur reconnaissance diplomatique et compliquant les marges de négociation. La phase de résonance s'installe alors. À l'intérieur des pays concernés, la population observe une double réalité. D'un côté, une fierté liée à l'affirmation de l'indépendance politique. De l'autre, des difficultés matérielles accrues et une insécurité persistante dans plusieurs zones. Chaque décision est scrutée comme un acte de résistance autant que comme un risque supplémentaire.
Dans cette séquence, la rupture avec l'ordre ancien apparaît moins comme un événement ponctuel que comme un processus, où chaque étape ouvre de nouvelles contraintes tout en refermant certaines options passées. Avant la rupture, la présence militaire étrangère au Sahel était associée à des flux financiers présentés comme massifs et durables, censés produire un effet stabilisateur mesurable. Après les expulsions successives, les autorités actuelles proposent une lecture différente. Malgré des décennies d'opérations et des milliards mobilisés, l'insécurité s'est étendue géographiquement et la capacité effective des États à contrôler leur territoire est restée limitée. Le point de comparaison n'est donc pas une situation idéale, mais un résultat jugé insuffisant au regard des moyens engagés. Ce premier indicateur concerne la sécurité elle-même. Avant, les opérations antiterroristes internationales promettaient une réduction durable de la violence. Après le départ des forces étrangères, les attaques n'ont pas disparu, mais les dirigeants sahéliens soulignent que la situation ne s'était pas améliorée non plus sous l'ancien dispositif. La comparaison avant/après ne sert pas à démontrer un succès immédiat, mais à justifier un changement de responsabilité. Passer d'un modèle externalisé à un modèle assumé nationalement, avec l'idée que le contrôle direct aligne mieux décisions et priorités locales. Un second indicateur touche à l'économie des ressources. Au Niger, l'uranium exporté depuis des décennies alimente des infrastructures énergétiques étrangères, tandis que le pays reste classé parmi les plus pauvres du monde. Ce contraste fonctionne comme une mesure implicite. Richesse extraite d'un côté, pauvreté persistante de l'autre. Au Burkina Faso, l'or artisanal, longtemps capté par des réseaux intermédiaires, devient un enjeu central de régulation étatique. L'objectif affiché n'est pas une hausse brutale des volumes, mais une modification de la répartition des revenus afin que l'État capte une part plus visible de la valeur produite. Ibrahim Traoré s'appuie sur cette comparaison pour structurer son discours. Avant, selon cette lecture, les ressources sortaient sans transformation notable des conditions de vie locales. Après, même si les résultats restent partiels, l'État tente d'intervenir plus directement sur les circuits de captation. Chaque ajustement est présenté comme un signal, non comme une preuve définitive de succès. La logique est graduelle. Stabiliser, rendre visible, puis mesurer. Le troisième indicateur concerne les alliances. Avant 2020, l'architecture sécuritaire reposait presque exclusivement sur des partenaires occidentaux. Après les ruptures successives, cette dépendance unique était remplacée par une diversification. La Russie intervient par la formation et l'équipement, la Chine par les infrastructures et la connectivité. Ici encore, la mesure n'est pas seulement financière, mais stratégique. Augmenter le nombre d'options disponibles pour réduire le risque politique lié à une dépendance unique. Pris ensemble, ces éléments dessinent une trajectoire avant/après cohérente dans le récit officiel. Avant, un système stable en apparence mais jugé inefficace selon ses propres objectifs affichés. Après, un ensemble de choix plus risqués, mais présenté comme plus cohérent avec une reprise de contrôle. Ibrahim Traoré insiste sur un point clé. Accepter une phase de turbulence mesurable plutôt que prolonger un modèle coûteux dont les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Ces preuves quantitatives restent incomplètes et parfois indirectes. Elles ne visent pas à démontrer une amélioration rapide, mais à légitimer un changement de cadre. La souveraineté, dans ce raisonnement, ne se mesure pas uniquement par des chiffres à court terme, mais par la capacité à redéfinir les paramètres même de la décision, même lorsque les indicateurs immédiats demeurent sévères. Les critiques de la trajectoire sahélienne avancent d'abord un argument sécuritaire direct. Selon eux, rompre avec des partenaires militaires expérimentés affaiblit immédiatement la capacité de lutte contre les groupes armés dans une région aux frontières poreuses et aux menaces transnationales. Le départ des contingents occidentaux créerait un vide opérationnel difficile à combler rapidement, alors même que les forces locales manquent encore de moyens, de renseignements et de coordination. Dans cette lecture, la souveraineté proclamée risquerait de se payer par une insécurité accrue pour les populations civiles. Un second argument porte sur l'économie et la gouvernance. L'isolement diplomatique, la suspension de certaines aides et la méfiance des investisseurs sont présentés comme des coûts immédiats
qui fragilise des États déjà vulnérables. Les opposants estiment que la diversification des partenariats vers la Russie ou la Chine ne garantit ni transparence ni développement durable, et pourrait simplement remplacer une dépendance par une autre, moins visible mais tout aussi contraignante. À leurs yeux, la rupture brutale accroît aussi le risque d'un repli autoritaire, où la rhétorique de la souveraineté servirait à masquer des difficultés internes non résolues. Ces critiques sont prises au sérieux par les autorités sahéliennes, qui y répondent par une contre-lecture structurée. Sur le plan sécuritaire, elles rappellent que la présence étrangère n'a pas empêché l'expansion des violences malgré des années d'opérations et de ressources engagées. Le changement n'est donc pas présenté comme une dégradation volontaire, mais comme une tentative de sortir d'un modèle jugé inefficace. En reprenant le contrôle direct, les États assument le risque, mais aussi la responsabilité, ce qui modifie l'incitation politique à produire des résultats mesurables. Sur le plan économique, la réponse n'affirme pas que les nouveaux partenaires seraient idéaux. Elle soutient plutôt que l'élargissement du champ des possibles redonne un levier de négociation. Tant que les options étaient limitées, les termes restaient imposés. La diversification, même imparfaite, introduit une concurrence entre modèles et permet, en théorie, de refuser certaines conditions sans perdre l'accès à l'ensemble des soutiens. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu central n'est pas l'alignement sur un bloc alternatif, mais la capacité à négocier sous contrainte avec plusieurs interlocuteurs. Cette contre-lecture n'élimine pas les dangers soulignés par les critiques. Elle explique toutefois pourquoi les dirigeants sahéliens préfèrent un risque assumé à une dépendance prolongée. Le débat ne porte plus sur l'absence de coûts, mais sur le type de coût jugé politiquement et socialement acceptable dans un contexte déjà dégradé. À ce stade du parcours, un déplacement du regard s'impose. Jusqu'ici, l'attention s'est concentrée sur les bases, les troupes et les alliances visibles. Or, le cœur du dispositif se situe ailleurs, dans une pression plus diffuse exercée par des leviers économiques, financiers et narratifs. Les gels d'avoirs, l'accès restreint aux mécanismes financiers internationaux et la reconnaissance diplomatique freinée fonctionnent comme une extension silencieuse du champ de confrontation. La contrainte ne s'exerce plus principalement sur le terrain militaire, mais sur la capacité des États à financer leurs priorités et à tenir politiquement dans le temps. Cette révélation modifie la lecture de la souveraineté. Expulser des forces étrangères ne signifie pas empêcher ces mêmes acteurs d'agir depuis l'extérieur des frontières. La marge de manœuvre devient alors une épreuve d'endurance, où chaque décision interne est testée par des contraintes venues d'ailleurs. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est plus seulement de décider qui opère sur le territoire national, mais de savoir qui contrôle l'accès aux ressources, au crédit et à la légitimité internationale. La bataille se joue ainsi autant dans les ministères des Finances et les chancelleries que sur le terrain sécuritaire. Cette superposition explique pourquoi la rupture ne produit pas d'apaisement immédiat, mais une phase de tension prolongée. Le pari devient clair, transformer cette pression diffuse en moteur de cohésion interne avant que l'accumulation des coûts n'érode progressivement la capacité de décision. Les effets de cette reconfiguration se mesurent différemment selon les acteurs, et c'est à ce niveau que la portée réelle du choix sahélien apparaît. Pour les États, l'affirmation de souveraineté se traduit par une reprise de l'initiative politique, mais aussi par une charge accrue. Les gouvernements devant financer eux-mêmes une part plus importante de la sécurité, gérer des relations diplomatiques tendues et compenser la perte de certains appuis extérieurs. Cette autonomie décisionnelle renforce la légitimité interne de dirigeants comme Ibrahim Traoré, tout en exposant l'appareil d'État à des contraintes budgétaires immédiates et à des arbitrages plus douloureux. Pour les entreprises, locales comme étrangères, le paysage devient plus incertain. Les révisions de contrats miniers, la surveillance accrue de l'or artisanal et les discours sur la captation nationale de la valeur modifient les règles du jeu. Certaines sociétés perçoivent un risque juridique et financier accru, d'autres une opportunité de renégociation dans un cadre plus clair mais plus exigeant. À court terme, l'investissement ralentit faute de visibilité.
À moyen terme, la diversification des partenaires pourrait ouvrir de nouveaux circuits économiques, moins dépendants d'un seul pôle d'influence, sans garantie de stabilité rapide. Du côté des populations, l'impact est ambivalent. La fierté liée à l'affirmation politique est réelle, nourrie par un discours valorisant l'autonomie et la dignité nationale. Cette dimension symbolique coexiste toutefois avec des réalités plus dures. Inflation, accès restreint à certains financements internationaux et persistance de l'insécurité dans plusieurs zones rurales. Pour beaucoup, la souveraineté se vit comme une promesse encore inachevée, dont les bénéfices sont différés alors que les coûts sont immédiats et tangibles dans la vie quotidienne. À l'échelle régionale, enfin, les voisins observent avec attention. Certains renforcent leur coopération sécuritaire avec les puissances occidentales par prudence ou opportunisme. D'autres testent discrètement des marges d'autonomie sans aller jusqu'à la rupture. Le Sahel devient ainsi un point de référence, positif ou négatif, dans les calculs stratégiques africains. Si l'expérience menée par l'Alliance des États du Sahel tient, elle pourrait inspirer des ajustements ailleurs. Si elle échoue, elle servira de mise en garde. Dans ce jeu à plusieurs niveaux, Ibrahim Traoré incarne une figure de focalisation. Son discours lie directement les sacrifices actuels à des gains futurs potentiels, en insistant sur la nécessité de traverser une phase de pression avant toute stabilisation. Les conséquences ne sont ni uniformes ni définitives. Elles dessinent un paysage en transition où chaque acteur réévalue ses intérêts face à un Sahel qui n'accepte plus d'être un simple espace d'influence. Un premier scénario repose sur une stabilisation sous tension. Les États du Sahel maintiennent leur ligne politique actuelle, renforcent progressivement leur coordination sécuritaire et absorbent, sans les résoudre totalement, les effets des pressions économiques et diplomatiques. Les partenariats alternatifs assurent une continuité opérationnelle minimale, sans transformation spectaculaire. La croissance reste contrainte, l'insécurité persiste par poche, et l'appareil d'État fonctionne sous stress permanent. Dans ce cadre, la souveraineté n'apporte pas de dividendes rapides, mais elle évite un retour explicite à l'ordre ancien. Le pari est celui de l'endurance, tenir suffisamment longtemps pour que cette situation devienne la nouvelle référence. Un deuxième scénario, plus optimiste, suppose une convergence de facteurs favorables. La coordination régionale s'améliore au sein de l'Alliance des États du Sahel, les chaînes d'approvisionnement intra-régionales gagnent en fluidité et certains investissements ciblés produisent des effets visibles. Les autorités parviennent à capter une part plus élevée des revenus miniers, allégeant partiellement la contrainte budgétaire. Sur le plan sécuritaire, les forces locales gagnent en efficacité relative, réduisant la pression dans des zones clés sans éliminer totalement la menace. À l'international, le discours de rupture perd de sa charge conflictuelle au profit d'une reconnaissance plus pragmatique. La souveraineté cesse alors d'être défensive pour devenir progressivement fonctionnelle. Un troisième scénario, dégradé, met en lumière les fragilités du projet, l'accumulation des sanctions, l'assèchement financier et les difficultés logistiques affaiblissent les capacités étatiques. Les tensions internes s'exacerbent, l'insécurité gagne du terrain et la promesse de contrôle national s'érode face aux contraintes quotidiennes. Dans cette hypothèse, les autorités sont contraintes de composer à partir d'une position affaiblie, en renégociant sous pression ou en acceptant des compromis qui vident la rupture initiale de sa substance. La souveraineté proclamée survit dans le discours, mais recule dans la pratique. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture. Leur point commun est une incertitude structurante. Aucun chemin ne garantit un résultat clair à court terme. La décision clé n'est donc pas de choisir une issue idéale, mais de gérer la trajectoire. Une recommandation de méthode s'impose. Évaluer chaque choix non seulement à l'aune de ses gains immédiats, mais de sa capacité à préserver des options futures dans un environnement contraint. La flexibilité devient alors une ressource stratégique à part entière, parfois plus décisive que la recherche d'un succès rapide. Pour le spectateur, cette séquence n'est pas qu'un débat lointain de chancellerie. Elle renvoie à des questions concrètes sur la manière dont des États fragiles tentent de reprendre la main face à des rapports de force hérités.
Observer le Sahel, c'est regarder comment une société accepte des coûts immédiats pour modifier un équilibre jugé insatisfaisant sans garantie de résultats rapides. Cette tension entre espoir et contrainte n'est pas spécifique à l'Afrique de l'Ouest. Elle traverse de nombreux contextes où la dépendance a longtemps été normalisée. Pour certains publics africains, l'expérience menée par l'Alliance des États du Sahel fait écho à un sentiment largement partagé. L'indépendance politique proclamée n'a pas toujours produit l'autonomie économique et sécuritaire attendue. Voir des dirigeants assumer ouvertement cette contradiction crée un effet de reconnaissance, même lorsque les résultats restent incertains. Le débat se déplace alors, moins sur la pureté des intentions que sur la capacité à tenir dans la durée sans épuiser le capital social. Pour d'autres publics, notamment en Europe, le dossier interroge la durabilité des stratégies passées. La stabilisation par la présence militaire extérieure, longtemps présentée comme une solution, apparaît ici comme un modèle contesté de l'intérieur. La trajectoire sahélienne oblige à réévaluer des politiques souvent jugées à partir d'objectifs affichés plutôt que de résultats mesurables. Elle rappelle aussi que la perception locale peut diverger fortement des récits produits à distance. À un niveau plus personnel, cette situation invite chacun à réfléchir au coût du changement. La souveraineté n'y est pas un concept abstrait, mais une série de choix quotidiens impliquant des renoncements temporaires et des paris risqués. La question implicite devient universelle. Accepterait-on une période de contrainte accrue aujourd'hui pour préserver la possibilité d'un autre équilibre demain ? À ce stade, la survie politique du projet sahélien dépend moins des déclarations que d'une exécution méthodique. Une première étape concerne la sécurité opérationnelle. Les autorités cherchent à consolider des forces nationales capables d'agir de façon coordonnée avec des priorités claires et des chaînes de commandement resserrées. L'objectif n'est pas une victoire rapide, mais une réduction progressive des zones hors contrôle. Pour Ibrahim Traoré, cette étape conditionne toutes les autres. Sans un minimum de sécurité, aucune réforme économique ne peut produire d'effets durables. Ensuite, une deuxième étape porte sur la maîtrise des ressources. Renégocier certains contrats miniers, renforcer la traçabilité de l'or artisanal et améliorer la collecte fiscale visent à augmenter les recettes internes sans provoquer un effondrement de l'activité. Le calendrier est graduel. D'abord, stabiliser les flux existants, ensuite ajuster les termes, puis investir une part visible des revenus dans des services publics identifiables. La mesure du succès est volontairement simple. Une hausse mesurable de la valeur captée par l'État, accompagnée de signes tangibles pour la population. Puis, une troisième étape concerne la diversification des partenariats. Il ne s'agit pas de substituer une tutelle à une autre, mais de maintenir plusieurs canaux ouverts. Russie, Chine et acteurs régionaux offrent des options différentes. La clé réside dans une négociation sélective, projet par projet, afin d'éviter un nouvel enfermement stratégique. La réussite se mesure ici par la capacité à refuser certaines conditions sans perdre l'accès à l'ensemble des soutiens disponibles. Après cela, une quatrième étape touche à la légitimité interne. Communiquer sur des résultats concrets, même modestes, devient essentiel pour maintenir l'adhésion populaire. Routes réparées, salaires versés, services de base rétablis servent de preuves tangibles. Ibrahim Traoré mise sur cette visibilité pour transformer la patience sociale en capital politique, dans un contexte où chaque délai fragilise la crédibilité. Enfin, une cinquième étape est diplomatique. Réduire la conflictualité verbale sans renoncer aux principes vise à desserrer la pression internationale. L'indicateur clé n'est pas l'adhésion idéologique, mais la normalisation fonctionnelle des échanges. Cette feuille de route ne garantit pas le succès, mais elle définit un chemin mesurable où chaque étape peut être évaluée, ajustée ou corrigée avant que les coûts cumulés ne deviennent irréversibles. Au fil du récit, un même motif revient avec insistance. La ligne tracée, puis tenue malgré la pression. Ce fil conducteur relie les expulsions de troupes, les renégociations de contrats et les discours appelant à l'endurance collective. Il ne s'agit pas d'un triomphe annoncé, mais d'une cohérence assumée dans un environnement incertain.
Dans ce paysage, Ibrahim Traoré n'apparaît pas seulement comme un dirigeant militaire, mais comme le symbole d'un moment où le choix a été fait de ne plus reculer, même sans garantie de succès rapide. L'émotion ne naît pas d'une victoire visible, mais de la tension permanente entre espoir et coup. Chaque décision pèse, chaque concession est scrutée, chaque succès partiel devient un argument pour tenir encore. Les promesses de stabilité d'hier ne se sont pas effondrées brutalement, elles se sont érodées lentement au contact des réalités locales. La rupture actuelle s'inscrit ainsi autant dans une continuité de désillusion que dans une volonté de réécriture. Ce qui soutient l'effort n'est pas l'assurance d'un avenir meilleur, mais la conviction qu'un retour en arrière serait pire que l'incertitude présente. Pour Ibrahim Traoré et ses homologues, accepter la difficulté aujourd'hui revient à préserver la possibilité d'un autre équilibre demain. La phrase qui s'impose est simple et lourde de sens. La souveraineté n'est pas un instant, c'est une épreuve. À ce point du parcours, le Sahel n'apparaît plus comme une simple zone de crise, mais comme un espace où se teste une idée plus large, la possibilité de redéfinir des relations longtemps considérées comme figées. Ce qui s'y joue dépasse les frontières régionales et interroge des schémas familiers de puissance, de dépendance et de légitimité. L'expérience en cours n'offre ni modèle clé en main, ni certitude confortable, mais elle oblige à regarder autrement des équilibres hérités. Pour le public, l'enjeu n'est pas de trancher définitivement entre succès ou échec. Il est plutôt d'observer comment se construisent, dans la durée, des trajectoires politiques sous contrainte. Quels indicateurs compteront vraiment demain? Une amélioration mesurée de la sécurité, une redistribution plus visible des ressources ou la capacité à préserver des marges de décision face aux pressions extérieures, passe-paint? Ces critères ne concernent pas uniquement l'Afrique de l'Ouest, ils résonnent partout où des sociétés cherchent à sortir de relations asymétriques sans provoquer d'effondrement. La suite reste ouverte, elle dépendra moins de déclarations spectaculaires que d'une accumulation de choix souvent discrets, évalués et corrigés dans le temps. C'est précisément pour cela que le suivi attentif importe. Quels signaux vous semblent les plus décisifs pour juger si cette trajectoire mérite d'être poursuivie, ajustée ou remise en question?